Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Thiès Dakar reçoit dans son nouveau numéro d'entretien du jour Alioune Dia, maire de la commune de Mbelekhé, leader de Force Paysanne. Monsieur Alioune Dia, bonjour. Bonjour. Monsieur Alioune Dia, dans notre entretien d'aujourd'hui, nous allons parler d'économie à travers la campagne agricole, la campagne arachidière, le monde rural. Nous allons également parler de politique, mais également de religion. Je l'ai dit dans l'entame de mon propos, vous êtes un fervent défenseur du monde rural. La campagne arachidière a démarré depuis un certain temps. Et comment se passe le déroulement? Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour échanger sur la situation économique du Sénégal, notamment sur la campagne de commercialisation arachidière, certainement sur la politique et sur toutes les questions liées aux activités des Sénégalais. Je salue également l'ensemble de vos auditeurs, de vos téléspectateurs. Comme vous le dites, la campagne a été ouverte le 1er décembre 2017. Et Dieu merci, c'est une bonne campagne parce que d'abord, il y a le produit. On a réalisé cette année un record de plus de 1 400 000 tonnes, ce que le Sénégal n'a pu réaliser qu'en 1975. Cela veut dire donc que cette année, cette campagne sera importante parce que le volume de production arachidier est important et comme vous le savez, au niveau international également, il y a eu des records, surtout dans les marchés comme la Chine, comme le Brésil et d'autres marchés où les Sénégalais commençaient à exporter de l'arachide. En 73 jours de collecte, nous venons de faire 309 700 tonnes contre 287 200 tonnes l'année dernière. Là, je signale que le Sénégal avait prévu initialement de subventionner 150 000 tonnes comme collecte. Mais compte tenu de la production importante, le gouvernement du Sénégal avait accepté de collecter 300 000 tonnes à subventionner. Déjà en 73 jours, on est déjà à 309 000. Donc déjà le quota à subventionner que le gouvernement avait fixé déjà est dépassé. Cela veut dire que le gouvernement va encore faire violence sur lui-même afin de pouvoir protéger et la filière arachidière et les producteurs et sauvegarder effectivement leurs revenus. Parce que comme vous le savez, si on s'arrête à 300 000 tonnes, il y aura certainement une quantité très importante qui ne sera pas subventionnée et les huileries ne seront pas prêtes à tout prendre. Cela mérite donc effectivement d'autres efforts de part et d'autre. Sur les 309 000 collectés, ça fait une ardoise de 40 milliards 900 et la moitié pratiquement est payée par les huileries et le reste est dans le processus de paiement. Et Dieu merci, au moment où on parle, on ne peut pas parler parce qu'il n'existe pas de bons impayés. Donc je peux dire donc que la production est importante. La collecte se fait normalement au niveau des huileries et je signale que toutes les huileries sont dans la danse. Si vous prenez la Sonacos, elle a déjà presque acheté 114 000 tonnes. Vous prenez Copéol qui a déjà fait 47 200 tonnes. Vous prenez également Wao qui a fait 2400 tonnes. Vous prenez la CAET de Toba qui a fait 6050 tonnes. Cela veut dire donc qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la collecte. Les opérateurs les exportateurs dont on parlait, qui avaient évoqué effectivement la cherté d'abord de la taxe qui a été imposée par le gouvernement sur l'arachide. Et ce qui est très légitime et très normal, parce qu'un gouvernement ne peut pas subventionner un produit en amont, en aval, et laisser le produit, matière première, à l'état brut, exporté. Le gouvernement avait compris, compte tenu des enjeux au niveau national et international, et avait suspendu la taxe. C'est ce qui a fait que les exportateurs ont commencé très tard, mais ont déjà commencé, ils sont aujourd'hui à 31 700 d'exportés. Cela veut dire donc que la campagne se déroule normalement bien et à 73 jours, ça veut dire 2 mois et 13 jours, nous comptons sur vraiment la patience des producteurs et bien également
la bonne volonté des opérateurs et des huileries et l'accompagnement des banques afin de pouvoir dans 2 mois considérer cette campagne comme un souvenir, parce que dans 4 mois, les 2 mois écoulés et les 2 mois qui vont venir, la campagne va se terminer. Mais disons qu'en tout cas, ça se déroule bien. Vous l'avez dit, les exportateurs ont commencé. Est-ce que la suppression de la taxe sur l'exportation a été le déclic? Ça leur a effectivement aidé à pouvoir commencer. Parce qu'au début, c'était difficile. Parce que compte tenu du prix de revient à l'étranger et du prix d'achat au Sénégal, les exportateurs ne pouvaient pas s'en sortir. Parce que si on achète à 210 au Sénégal, avec tous les frais liés maintenant à l'exportation, et qu'en Chine, il y a une surproduction et le prix a chuté, comme le dollar a chuté également, ce n'était pas possible qu'avec la taxe, que ces exportateurs s'en sortent. C'est pourquoi quand ils ont émis le vœu de voir cette taxe supprimée, l'État a dit que je ne supprime pas, mais je vais suspendre. La taxe donc est suspendue provisoirement. Ça leur a permis de pouvoir faire plus de 31 000 tonnes et ça leur permettra effectivement de pouvoir continuer à faire l'exportation comme on attendait. Il se dit également que l'arachide au niveau du Sénégal a de l'aflatoxine. C'est ce qui freine en réalité les exportateurs. Est-ce le cas? Ah non, pas du tout. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'arachide où il n'y a pas d'aflatoxine. Le problème, c'est de parler maintenant de taux. Si le taux est très élevé, ça devient en fait néfaste, inconsommable. Mais l'aflatoxine, on en trouve pratiquement dans tous les arachides. Cependant, ça c'est une formule que d'autres avaient utilisée sur d'autres marchés pour diaboliser l'arachide sénégalais afin de pouvoir concurrencer les Sénégalais à l'extérieur. C'était un problème de spéculation et de diabolisation. Mais l'arachide du Sénégal est très prisé à l'étranger et ça fait partie également des meilleurs produits. Donc le problème des exportateurs, c'était la taxe. Et quand celle-ci est suspendue, ils ont recommencé et présentement, ils ont dépassé les 31 000 tonnes. Par rapport aux huiliers, vous avez dit tantôt qu'ils sont tous dans la danse, mais on a noté une sortie de certains d'entre eux qui parlaient d'une dette de 1,5 milliard. Est-ce que la solution est trouvée ou c'est toujours pendant? Eh bien, les 1,5 milliard, c'était de l'argent que l'on devait à des opérateurs. Et il y en a au niveau de la banque de la CNCAS. Il y avait également quelque chose comme une ardoise de 2 milliards également qu'il fallait trouver pour des opérateurs vis-à-vis également d'une banque de la place BNDE. L'État avait débroussé cette semaine les 3,5 milliards permettant à ces banques de pouvoir vraiment continuer. Parce que c'est des banques qu'il faut féliciter qui, quand la Sonacos attendait les 52 milliards des banques offshore étrangères, alors bénéficier du concours de ces 2 banques afin de pouvoir payer les urgences. Et ça, c'est à voir. Maintenant, le problème qu'il y avait, c'était la COPEOL qui disait qu'il avait comme prévention de financement 20 milliards. Elle avait déjà utilisé les 10 milliards pour acheter et pour les 10 autres milliards, l'État lui réclamait un redressement financier de plus de 8 milliards. Et COPEOL s'était dit que si maintenant, je vais régler ce redressement avec les 8 milliards et qui restent, je ne peux plus continuer et ça va porter préjudice aux producteurs, ça va porter préjudice aux opérateurs et ça va avoir un impact négatif sur la campagne. L'État a compris, une formule avait été trouvée et COPEOL a continué à acheter. Et donc, comme vous le savez, je crois que ces problèmes ont été transcendés et des solutions ont été apportées. Vous avez donné tout à l'heure un délai de 2 mois pour la fin de la campagne. Certains paysans ont encore leurs graines et restent pessimistes. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Bien, vous savez qu'une campagne, on l'ouvre, mais on la ferme. Parce que dès le mois d'avril, nous allons déjà penser à la campagne agricole, à la cession des semences. Et si maintenant on ne ferme pas la campagne de commercialisation et on sort maintenant des semences, certainement ces semences peuvent être commercialisées ailleurs. Et malheureusement même, ça peut aller en dehors du Sénégal. C'est pourquoi
dès le mois d'avril, la campagne de commercialisation est fermée et au mois d'août, on réouvre maintenant la campagne permettant à une commercialisation et une exportation. Je crois que donc rassurer les producteurs, c'est que déjà la Sonacos nous a signalé que les 52 milliards sont reçus. Dès que cet argent maintenant commence à circuler, les producteurs n'ont pas de problème. Ceux qui auront des problèmes, c'est les opérateurs qui ont déjà fait des collectes, qui ont déjà payé des stocks, qui n'ont pas encore eu la possibilité de les faire réceptionner au niveau des centres de groupage des huileries et qui certainement également n'auront pas la chance d'avoir tout acheté pour des semences. Parce que pour les semences, le Sénégal déjà a prévu 75 000 tonnes de semences à donner, dont 55 000 tonnes de certifiés et 20 000 tonnes d'écrémés. Et déjà, les DERDER ont signalé que sur le terrain, ils ont déjà des stocks de 110 000 tonnes. Si maintenant on défalque les 75 000 tonnes, il y aura effectivement une quantité importante qui va rester entre les mains des OPS. Mais ces derniers, certainement, vont trouver un terrain d'entente avec les huileries et l'État va les accompagner. Donc, que les producteurs soient rassurés qu'il n'y aura pas de mévente, il n'y aura pas de bons impayés, la production sera achetée et l'État a déjà fait des efforts en prenant 300 000 tonnes. D'abord à subventionner alors que la prévention initiale c'était 150 000 tonnes. Donc certainement, des rencontres auront lieu. Le comité national de suivi qui se retrouvera effectivement la semaine prochaine autour du ministre de l'Agriculture fera des propositions afin qu'une solution heureuse sera trouvée pour tous. D'accord. Nous allons rester dans le monde rural. On parle d'un problème d'insécurité alimentaire, un risque de famine. Vous êtes un défenseur du monde rural. Comment est-ce que vous appréhendez une telle nouvelle? Eh bien, je touche du bois. Au Sénégal, il y a pratiquement, je peux parler de plus de 10 ans, on ne parle plus d'insécurité alimentaire. Quand le slogan avait été lancé par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, autosuffisance en riz, eh bien certains pensaient que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, faites le tour du marché. En tout cas, vous constatez de visu que le riz est partout. Le Sénégal également a réalisé cette année un record en termes de production céréalière. On ne peut pas en faire autant également dans le domaine des cultures de rente comme l'arachide, comme le coton, etc. et parler finalement d'insécurité alimentaire. Cependant, on avait noté 5 poches, c'est-à-dire 5 départements qui avaient eu des difficultés de retard d'abord de semis et ces départements ont été bien ciblés et l'État avait déjà fait les efforts qu'il faut. Je pense que donc s'ils sont secourus, nulle part dans le pays on ne va pas parler d'insécurité et il va falloir continuer cette vigilance et continuer à appuyer ceux qui en ont besoin et faire de sorte que de manière rationnelle qu'on utilise la production sénégalaise. Mais Dieu merci, au Sénégal présentement, nous ne sommes pas du tout vraiment en crise. Nous ne sommes pas en insécurité, mais Dieu merci, que Dieu nous accompagne. D'accord. Et pour fermer la page économie, on en parlait de la campagne arachidière. Est-ce que vous avez une conclusion ou un bilan à tirer à mi-parcours? Le bilan, c'est que je vois qu'en tout cas, on est des acteurs très avertis, qui considèrent la filière arachidière comme une filière stratégique et non une filière de spéculation. C'est pourquoi pendant la production, certains avançaient un prix de 325 000 francs kilogramme. Des organisations paysannes comme Force Paysanne avaient attiré l'attention que, attention, il ne faut pas spéculer sur cette filière. Le kilogramme ne peut pas être vendu en deçà des 210 francs qu'on l'avait vendu l'année dernière. Si vous levez la barre à un niveau, il y aura des méventes, il y aura des bons impayés, vous aurez des problèmes. Les producteurs avaient compris, l'État avait accepté de mettre même pratiquement 30 et quelques francs pour pouvoir maintenir le prix de l'année dernière. Parce qu'au niveau international, le prix était à 185 francs. Si cette filière se comporte bien, les acteurs sont avertis, on considère cette filière comme une filière stratégique, c'est une bonne chose pour l'économie rurale, c'est une bonne chose pour le Sénégal. Et il faudrait que la synergie soit consolidée au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère, par exemple, des Finances, pour accompagner les producteurs, pour protéger la filière et encourager l'État qui accepte en amont comme en aval
de faire des subventions, parce que sans ces subventions, certains producteurs, et qui sont les plus importants, n'accéderont pas à de bonnes semences, n'accéderont pas à des intrants à temps, n'accéderont pas également à des matériels agricoles modernes. En tout cas, en gros, je peux dire qu'en tout cas, ça se déroule bien, aussi bien dans la campagne, et préparons bien la campagne agricole. Et souhaitons que l'année prochaine, qu'on réalise beaucoup plus d'arachides et beaucoup plus, effectivement, de fonds nous permettant de pouvoir faire des campagnes comme on a toujours réalisé. Ceci nous plonge directement dans la seconde partie de notre entretien. Nous allons parler de politique. Vous avez une ambition présidentielle? Ah, pas du tout, mais j'en ai pour le président Macky Sall. Moi, je suis de la mouvance présidentielle. Je fais partie de la conférence des leaders. Donc, j'ai un candidat et un seul, c'est le président Macky Sall pour 2019. La dernière ligne droite qui mène au présidentiel de 2019 est franchie. Est-ce qu'au niveau de votre parti ou bien au niveau de votre localité, à votre niveau personnel, vous êtes en train de préparer cette élection-là déjà? Eh bien, comme vous le savez, les élections, on les prépare, surtout s'il s'agit d'une élection présidentielle. Ça concerne un candidat, mais dès l'instant que nous avons déjà notre candidat qui a déjà fait un mandat, que Dieu l'accompagne à bien terminer ce mandat, il a déjà un bilan et je crois qu'il est plus important maintenant de pouvoir l'aider à faire voir ses réalisations, à bien apprécier son bilan et comme vous le savez donc à tous les niveaux dans notre parti, dans notre plateforme, au niveau de notre commune, sur notre terroir, nous préparons effectivement les populations à voir les réalisations de notre futur candidat, à savoir maintenant qu'en fait, si l'on a les possibilités de mesurer ce qu'il a fait et l'impact que cela a eu surtout dans le monde rural, et pas de doute, c'est le meilleur des candidats et les Sénégalais vont s'exprimer démocratiquement dans la transparence et dans la loyauté, permettant de réaliser vraiment une élection présidentielle sans contestation, claire, indépendante, nous permettant d'élire un candidat. Et si le jeu se fera normalement, il n'y aura pas de doute, le président Macky Sall peut être élu. Et c'est mon souhait le plus ardent qu'il soit élu président de la République. Justement, par rapport à cette transparence, l'opposition semble ne pas être convaincue. Le vendredi dernier, ils ont effectué une marche pour des élections démocratiques et transparentes. Est-ce que vous partagez l'idée qu'il faut un bulletin unique pour une bonne élection? Eh bien, la marche de l'opposition prouve encore une fois que le Sénégal est une grande démocratie. Et tous ces soubresauts que l'on voit dans l'opposition nous réaffirment encore dans notre conviction que notre démocratie vit. Il faut protéger cette démocratie. Il faut qu'il y ait une opposition, mais que l'opposition doit savoir aussi raison garder. À savoir que trop de conditionnalité, jamais de concession, ce n'est pas de la politique. Je crois qu'il va falloir effectivement que l'opposition s'oppose, mais s'opposer dans la légalité, réclamer ce qui est faisable, indiquer ce qui est faisable, et que le gouvernement, également le pouvoir, accepte ce qui est faisable pour qu'on trouve un consensus. Et ça a été le Sénégal. C'est un pays de dialogue. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ont toujours été nos amis. On a partagé quelquefois l'opposition avec eux. Aujourd'hui, ils sont restés dans l'opposition. Nous sommes dans le pouvoir, mais nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes une démocratie et on n'accepte pas que cette démocratie soit entachée par qui que ce soit. Donc, parler de bulletin unique, je ne crois pas que le niveau des Sénégalais, des citoyens sénégalais n'est pas encore à ce niveau. Je me rappelle en 1999, je faisais partie des très jeunes députés africains qui ont été invités aux États-Unis. À l'époque, on parlait de bulletin unique. J'avais eu la chance même d'être reçu par Obama à l'époque, qui n'était pas encore sur la scène politique, mais qui était dans la société civile. On en avait longuement discuté et je lui disais que d'abord, je reproche les Noirs américains de n'avoir deux options que de faire d'abord, c'est la musique et le sport. Il faut évoluer. Si vous ne faites pas de politique, je ne pense pas que vous soyez demain
président de la République, vous pouvez être de grands sportifs, de grands chanteurs, mais je pense qu'il faudrait que cela évolue. C'est pourquoi un an après, je l'ai vu sur le terrain et Dieu a fait ce qu'il a fait. Mais je ne crois pas que ce bulletin unique soit la solution au Sénégal. Parce qu'on n'a pas le niveau intellectuel qu'il faut, surtout dans le monde rural, et que les vieilles pratiques ont toujours donné de très bons résultats au Sénégal. La Gambie avait essayé avec des billes. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Ce n'était pas le bon exemple. Il ne faudrait pas maintenant, nous aussi, qu'on exporte une formule qui a fait même des erreurs quelque part. Vous voyez, aux États-Unis, avec l'élection d'Obama, quand il y avait Bush Junior, des élections sont passées 2 mois après, il fallait compter, recompter, on n'arrivait pas à régler la situation. Donc, présentement, je crois que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement essayer d'éviter les candidatures vraiment inutiles, comme on en avait aux élections législatives, 47 listes. Si aussi avec un bulletin unique, on va se retrouver avec 40 candidats, 45 candidats, avec vraiment une population, je ne peux pas dire qui est à pratiquement 80% illettrés, ça va poser problème. Donc le problème du bulletin unique, ce n'est pas une solution à ma conviction personnelle. Pourtant, on dit que ce bulletin unique pourrait nous permettre de gagner en argent, mais également en temps. Ah, pas du tout. Le temps du tout. Parce que vous présentez à quelqu'un qui ne sait pas lire un bulletin unique, il risque de cocher sur une personne sur qui vraiment elle ne fait pas confiance. D'autre part aussi, des élections ont des coûts. Il ne faudrait pas qu'on pousse à aller des élections où on veut économiser pour dire qu'on va économiser quelques sous et ça peut nous mener sur des terrains vraiment glissants. Donc je ne pense pas qu'on puisse réaliser une démocratie, vouloir faire des élections apaisées, indépendantes et raisonnées en termes de coût. Une démocratie a un coût, le Sénégal a toujours payé ce coût, c'est ce qui nous a permis d'avoir 2 alternances. Je pense donc qu'il est important qu'on sache que jamais 203 et cette 3e alternance peut se réaliser avec ces bulletins. Mais il faut éviter les candidatures fantaisistes. Autre point de désaccord dans le cadre du processus électoral, la nomination d'une personnalité neutre pour l'organisation de ces élections. Eh bien là également, le Sénégal doit dépasser cette situation. Moi, je suis élu député en 1998. Bien, à l'époque, on avait, dans l'opposition, pensé que sans un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur, les résultats pourraient être catastrophiques. Les élections de 2000 également, on avait pensé que sans les militaires, ça allait être catastrophique. Finalement, on a évolué. On ne parle plus de militaires au niveau du ministère de l'Intérieur, mais on dit qu'il faut que cette personne soit neutre. Mais je ne pense pas qu'une personne organise des élections au Sénégal. C'est un processus. Les mêmes personnes qui avaient organisé pratiquement ces élections en 2000, en 2007 et en 2012 sont là. C'est les mêmes gouverneurs, c'est les mêmes préfets, c'est les sous-préfets, c'est les magistrats. Des élections, on ne peut plus les voler au Sénégal. Parce que d'abord, prenez les inscriptions sur les listes électorales. Les membres de bureau de recensement sont nommés par l'administration, les partis sont représentés, la société civile est représentée, la Sénat est représentée, et ça continue jusqu'au bureau de vote le jour des élections. Et dans les commissions de recensement au niveau des tribunaux, vous allez dans chaque département, on ne met même pas un magistrat. Au moins, il faut 2 magistrats. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les acteurs sont présents. Et en dehors maintenant de ces acteurs, on a les journalistes. Vos collègues sont partout, dans les bureaux de vote, dans les bureaux de recensement. Ils sont présents pendant les dépouillements. Avant même que les résultats ne soient proclamés officiellement, vous avez dans les détails tout ce qu'il faut. Donc je crois que le problème du Sénégal, ce n'est pas ça. Que les gens aillent s'inscrire, que les Sénégalais disposent de leur carte d'identité et de leur carte d'électeur, leur permettant de pouvoir voter. Il y a également, je crois, une divergence sur la caution. La caution, on l'avait élevée pour éviter effectivement des candidatures fantaisistes. Parce qu'il y en a certains, pour se faire du marketing,
vont même de gauche à droite trouver de l'argent pour se présenter aux élections et attendre demain qu'il y ait maintenant des coalitions afin de pouvoir attendre une part d'un gâteau. Et cela, on doit dépasser cette situation. C'est pourquoi la caution, ce n'est pas bon de trop l'élever, mais ce n'est pas mauvais également d'en faire vraiment une somme importante pour dissuader vraiment certains fantaisistes qui non seulement ne veulent pas être président de la République, mais souhaiteraient, ne serait-ce que pendant toute la campagne, se faire voir à la télévision, se faire connaître par des Sénégalais, mais ils n'ont aucune ambition d'être président. La visite du président français Emmanuel Macron, est-ce que vous avez une lecture? En tout cas, on a noté beaucoup de couacs qui ont été soulevés ça et là. Est-ce que vous avez une propre lecture par rapport à ça? Je me félicite d'abord de la visite du président français, son Excellence M. Macron, et de la manière dont le président Macky Sall, que je félicite au passage, l'a traité. Vous savez que la France est l'un des amis, pour ne pas dire le meilleur des amis du pays du Sénégal. Le Sénégal avait 5 amis. Moi, je suis diplomate de carrière. La France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon, c'est des amis du Sénégal. Et le Sénégal ne s'est pas trompé. Quand on a la France, quand on a le Maroc, quand on a l'Arabie Saoudite, quand on a la Côte d'Ivoire et le Gabon, c'était les meilleurs amis du Sénégal. La France est notre premier partenaire à tous les niveaux. Si maintenant la France a la considération que la France a toujours eu du Sénégal et que Macron choisit de venir au Sénégal pour une visite lui permettant d'abord de renforcer ses relations avec le Sénégal l'a bien compris et je crois que les impacts et les retombées que nous avons effectivement eues de ce voyage nous encouragent encore une fois et nous confortent dans notre position que le Sénégal doit prendre la France comme un partenaire privilégié. Donc je crois que en fait, c'est une visite importante. Et Macron est à féliciter à aller dans ce sens. Et Macky Sall également est à féliciter dans ce sens. Parce qu'il y en a qui pensent que oui, pourquoi on ne va pas encore chercher d'autres amis comme les Indiens, les Chinois, les Asiatiques. Ça, c'est des amis. Mais l'amitié qu'on a eue avec la France, le Sénégal ne peut l'avoir avec aucun autre pays du monde. Je donne un exemple. Si je prends le Maroc, en 1989, quand il y a eu les événements malheureux entre le Sénégal et la France, quand l'ambassade du Sénégal en Mauritanie avait été fermée, mais il y avait tous les pays là-bas. Mais c'est ce que la France a fait pour le Sénégal, qu'il a fait pour le Sénégal. Et le roi Hassan II, je me rappelle, à l'époque, avait solennellement évoqué le problème pour dire qu'il y a 2 problèmes entre nos voisins mauritaniens et nos frères sénégalais. Désormais, le Maroc va représenter les intérêts du Sénégal en Mauritanie. Et ça, c'est important. Il ne faudrait pas donc qu'on oublie cela ou bien qu'on pense que oui, le président Macky Sall est là, il doit donner le même traitement entre les Français et les Chinois. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, cette visite, en tout cas moi, à mon avis personnel, a été vraiment déterminant et ça nous a également réconforté dans notre position que notre principal partenaire à tous les niveaux, c'est la France. Peut-être on va entamer la 3e partie avec une seule question. Le Gamou de Mbeleké, vous êtes le porte-parole de la famille. Est-ce qu'il y a un bilan à tirer? Je vous remercie beaucoup. Je remercie le Tout-Puissant de nous avoir accompagnés à organiser un Gamou le 30 décembre 2017 qui a battu tous les records en termes vraiment d'affluence, en termes également d'organisation, mais surtout en termes de paix. Le Gamou de Mbeleké de cette année a battu tous les records. Je félicite tous les mouhaddam, tous les talibés, tous les amis. Je félicite également tous les chefs religieux qui ont contribué, mais je félicite également le gouvernement du Sénégal qui nous a accompagnés. Mais je félicite très sincèrement la presse et particulièrement vos organes. Vous nous avez accompagnés avant le Gamou, pendant le Gamou et après le Gamou. Donc si je tire le bilan, je dis qu'en fait c'était la 102e édition
mais en termes d'organisation, en termes de popularité, en termes de message, on a battu tous les records et souhaitons que l'année prochaine que cela soit ainsi. Et Dieu merci, je félicite donc l'ensemble maintenant de mes frères qui m'avaient investi comme porte-parole, l'ensemble également de la famille, mais tous les mouhaddam, et tous les talibés, et tous les sympathisants, et tous les amis qui se sont déplacés pour franchement donner la réussite qu'il faut à ce gamou. Je rappelle que notre numéro d'entretien recevait le maire de la commune de Mbeleké, Alioune Dia. Nous vous remercions. Je vous remercie beaucoup. Vous venez d'évoquer ma commune, Mbeleké, qui est une jeune commune, mais une commune qui a quand même eu presque toutes les réalisations. Vous me permettrez de remercier le directeur général de l'OFOR, Office national des forages ruraux, parce que ma commune a connu récemment une panne de pompe. Et il y a des forages qui ont fait 3 mois, 4 mois après une panne de pompe sans avoir de l'eau, mais en moins d'une semaine, le directeur général m'a beaucoup accompagné, l'ensemble également de ces directeurs qui nous ont permis de nous rééquiper d'une nouvelle pompe, de tout ce qu'il fallait, et que Dieu merci, aujourd'hui, l'eau est revenue et c'est la source de vie.